Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Specto qui aujourd'hui sera consacré à un petit débrief des Oscars qui se sont déroulés ce dimanche 10 mars. Je vais faire un petit récapitulatif des événements qui se sont déroulés dans la soirée dans l'ordre chronologique. Mais avant de parler directement de la cérémonie, je voulais parler de quelques petits points. Alors déjà premier point, je trouve que les Oscars cette année ont été plutôt bons, plutôt corrects dans leur choix, même si bien évidemment c'est des choix subjectifs, mais globalement je trouve que les vainqueurs étaient pertinents dans la grande majorité des cas. Donc ça c'est quelque chose qui est assez agréable parce que les Oscars se sont souvent trompés, même si encore une fois c'est subjectif, mais on peut considérer quand même que plein d'exemples où les Oscars se sont trompés par le passé de manière assez importante. Autre point que je voulais aborder, c'est un peu plus personnel, c'est juste la scène des Oscars. J'aime bien voir chaque année qu'est-ce qu'ils vont proposer au niveau de la scène avec l'orchestre, etc. Et j'ai trouvé que cette année, la scène était vraiment superbe, beaucoup basée sur le cercle. On avait l'orchestre qui était carrément derrière la scène, donc j'ai bien aimé la scène des Oscars de cette année, et ça rejoint un point plus global qui est tout simplement la production de la cérémonie que j'ai trouvé impeccable. Et c'est pas pour envoyer des pics aux Césars, mais pour moi les Césars devraient prendre beaucoup plus exemple sur les Oscars. Les happenings sont beaucoup moins malaisants. Alors, même si, attention, aux Oscars, c'était présenté par Jimmy Kimmel, même on avait des mini-sketchs, on a notamment John Cena qui est venu sur scène quasiment nu pour remettre l'Oscar des costumes. Bon, c'est des choses un peu cringe, un peu malaisantes, qu'on retrouve aussi beaucoup au César, mais je trouve quand même dans une dimension moindre, et je trouve que la plupart des sketchs et les interventions sont quand même beaucoup mieux écrites aux Oscars. Et par exemple, quand les prix sont remis, c'est fait de manière plus succincte, donc c'est plus facile à digérer. Mais celle des Césars, je trouve que c'est vraiment compliqué de la voir entièrement. Alors que les Oscars, on avait un show alors qui a duré 3h30 si on compte les publicités, qui a duré 2h37 si on enlève les publicités. Et globalement, j'ai trouvé la production vraiment impeccable. Alors, je reparlerai juste d'Al Pacino qui a remis l'Oscar du meilleur film cette année. J'en reparlerai à la dite catégorie. Mais donc voilà, je crois que j'ai fait un petit tour, un petit préambule sur ces Oscars, dont j'ai beaucoup aimé la production. Donc les Oscars se sont ouverts par un monologue de Jimmy Kimmel. Certaines vannes font mouche, mais globalement, je suis pas un immense fan de Jimmy Kimmel. Il parle notamment du fait que Greta Gerwig n'ait pas été nommée dans meilleure direction, et comme quoi c'était un peu une honte. Il parle encore une fois, et alors ça c'est pas la première année, c'était le cas à des Golden Globes passés, puis à des Oscars passés, de la durée des films. Les films nommés pour l'Oscar du meilleur film duraient en moyenne 2h33, donc ce qui est assez important. Mais bon, c'était toujours les mêmes blagues, du type quand je suis allé voir Killers of the Flower Moon, le film était tellement long que j'aurais eu le temps d'aller dans l'Oklahoma, résoudre les enquêtes, et voilà, donc les petites vannes de l'ami Kimmel. Il va revenir aussi sur la grève qu'il y a eu, que ce soit chez les scénaristes, auteurs, acteurs, réalisateurs. Bon, il s'est moqué des réalisateurs parce que moi, mais vis-à-vis de l'arrivée de l'IA et du fait de protéger leur boulot, globalement, dans le futur. Et je crois avoir fait le tour pour cette petite introduction. Ensuite, on va passer donc, le show a commencé avec meilleure actrice dans un second rôle. Ici, c'est Da'Vine Joy Randolph, comme je l'avais prédit et dont je souhaitais énormément la victoire, qui a remporté. Donc, je suis vraiment content. Alors, c'est le seul Oscar qui a remporté Winter Break, mon film favori de l'année. C'est mieux que rien, même si après, dans un sens, objectivement, j'aurais eu du mal à le voir gagner d'autres prix. Ensuite, on a l'Oscar du meilleur film d'animation court qui est remis à War is Over, donc un film qui a été inspiré par la musique de John Lennon et Yoko Ono, et dont leur fils a participé à la création. Alors ce n'est pas un film que j'ai vu, donc je n'ai pas forcément de choses pertinentes à dire dessus. Et ensuite, on va passer à meilleur film d'animation. Et alors là, j'avais prédit le Spider-Man Across the Spider-Verse, pensant que vu que c'était un film qui était globalement plus américanisé, qui aussi, en termes d'animation, formellement, était super novateur, et un des films les plus ambitieux dans l'animation qu'on a eu depuis un bout de temps quand même, il faut le dire. Mais au final, c'est Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki, donc qui n'était pas présent aux Oscars, qui a remporté
cet Oscar, donc je suis très content parce que c'était mon film d'animation favori de l'année. Mon pronostic a été mauvais, après j'aurais pu aussi vérifier pour les Golden Globes, parce que pour les Golden Globes, c'était aussi Le Garçon et le Héron qui a gagné. Et comme je disais dans mon précédent podcast, je pense aussi que ça a à faire avec le fait que les Oscars aiment les œuvres plus, alors pas forcément académiques, mais plus classiques dans leur style. Et typiquement, Le Garçon et le Héron, en termes d'animation, c'est un film quasiment parfait si on parle juste de l'animation. Alors qu'en soi, Spider-Man a une animation bien plus innovante, bien plus moderne, mais ça montre encore une fois que les Oscars aiment quand même les œuvres assez classiques, même si, attention, l'animation du Garçon et du Héron est impeccable. Après, l'animation du film ne fait pas tout, c'est juste son aspect formel, mais voilà, les Oscars sont partis sur Le Garçon et le Héron, donc j'en suis très content. Ensuite, on va passer au meilleur scénario, que ça soit original ou adapté. Donc déjà, le meilleur scénario original qui est remporté par Anatomie d'une chute. Donc très content car un film français qui remporte un Oscar de cette importance. Après, la compétition était assez faible, mais je comprends totalement que le scénario d'Anatomie d'une chute le remporte, car il est quand même plus intéressant typiquement que Past Lives, même si j'ai beaucoup aimé ce film. Mais donc, dans un sens, ça ne m'étonne pas, et content parce que c'est un film français. Mais voilà, personnellement, je suis complètement biaisé, je l'aurais peut-être donné à Winter Break quand même, mais très content pour Anatomie d'une chute. Donc ensuite, pour meilleur scénario adapté, ça a été ma plus grosse surprise de la soirée, je pense. American Fiction, qui gagne devant des Oppenheimer et des Pauvres créatures. Alors pourtant, Oppenheimer avait vraiment un scénario extrêmement solide, peut-être trop dense pour les Oscars. Pauvres créatures aussi, j'ai trouvé le scénario super intéressant. Et alors, c'est American Fiction en soi, j'ai beaucoup aimé le scénario, je trouve juste qu'il y avait quelques petites faiblesses, quelques petites intrigues, je dirais bouche-trou, alors c'est un peu méchant, mais je trouve que ce qui marche le plus dans le film, c'est le côté satire, sur l'utilisation des Afro-Américains dans l'art, et le fait que certains sont mis en avant, mais plus par une question de conscience et aussi de exécutifs blancs qui vont surfer sur la vague, et au final qui vont être dans un sens un peu raciste, de mettre des Afro-Américains pour mettre des Afro-Américains. Tout le côté satire du film est vraiment très bien réussi. C'est juste voilà, tout le petit côté drame familial qui prend quand même une bonne partie du film que j'ai trouvé en dessous et qui fait que pour moi ça aurait dû partir plus vers un Oppenheimer typiquement. Mais les Oscars, et dans un sens je suis content parce que comme ça au moins ça fait un Oscar pour American Fiction que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, alors je passe rapidement sur les 3 Oscars qui sont décor et direction artistique, costume ainsi que maquillage et coiffure. Ces 3-là ont été remportés par Pauvres créatures. Alors, j'ai pas vu tous les films qui étaient nommés dans ces catégories et je suis pas, je pense, le plus pertinent sur les sujets des costumes, maquillage, coiffure, etc. Je suis quand même content que Pauvres créatures ait remporté ces Oscars, car pour moi c'est un film qui méritait au moins un Oscar. Et dans un sens, même si voilà, je suis pas la personne la mieux placée pour parler de costumes, de décors, ainsi que de maquillage et coiffure, je trouve que le film est méritant dans toutes ces catégories, donc j'aime plutôt ce choix. Même si après, bon, c'est vrai que que les 3 Oscars ont été remportés par le même film, peut-être qu'il y avait un ou deux où c'était plus débattable. Mais encore une fois, je ne suis pas le plus pertinent sur ce sujet. Ensuite, on a The Zone of Interest qui a gagné meilleur film international, qui est donc un film sur l'Holocauste. Et alors, je fais une petite parenthèse politique, alors je ne veux pas tant parler de politique que ça, car c'est un sujet extrêmement complexe. Mais le réalisateur de Zone of Interest, Jonathan Glazer, a parlé de la situation israélo-palestinienne. Mais ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que son discours n'ait pas été... Alors bon, c'est un détail, mais ça n'a pas été reposté sur la chaîne YouTube avec tous les autres discours des gagnants. Alors qu'on a en pleine cérémonie, on a eu une vidéo avec le président de l'Ukraine qui envoyait un message. Donc, je ne suis pas là pour donner mes avis politiques, surtout que je pense qu'ils sont impertinents et que la question est extrêmement complexe. Juste la petite chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est le fait que j'aimerais que la cérémonie soit totalement cohérente, dans le sens où soit la liberté d'expression existe et les personnes peuvent dire ce qu'elles veulent sans que ça soit censuré, ou autrement, on ne parle pas des enjeux politiques, géopolitiques actuels dans le monde. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler, c'est pas du tout mon propos. Je voudrais juste de la cohérence à ce niveau-là. Mais encore une fois, je ne partirai pas dans tous ces débats politiques qui sont bien trop complexes et dont je ne suis vraiment pas le mieux placé
pour parler. Cela fait, on va passer à meilleur acteur dans un second rôle. Et on a Robert Downey Jr. qui remporte cet Oscar, comme je l'avais prédit. J'avais pour préférence personnelle Robert De Niro, mais en soi ça ne m'étonne pas qu'il ne l'ait pas remporté. Robert Downey Jr. le mérite, surtout qu'il y a un petit goût de rédemption, pas que les films du MCU sont absolument mauvais, je ne dis pas ça. On a ce côté rédemption, lui qui a été durant une décennie dans les films de cet univers, et de sortir une excellente performance comme il l'a fait dans Oppenheimer. Donc, mérité. Ensuite, je passe assez rapidement. Meilleur effet visuel qui repart à Godzilla Minus One, que je n'ai pas vu, mais que je vais absolument voir cette année, vu toutes les bonnes critiques qu'il y a autour de ce film. Ensuite, on va passer à meilleur montage. Meilleur montage est remporté par Oppenheimer, comme je l'avais aussi prédit. Pour moi, c'est totalement mérité par rapport aux autres films. Même si j'avais beaucoup aimé celui de Killers of the Flower Moon. Mais voilà, pour moi c'est totalement mérité, donc pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, alors je vais passer meilleur documentaire, que ça soit court et long, car pour le coup je ne me considère vraiment pas pertinent pour en parler. Ensuite, pour meilleure photographie, Oppenheimer encore. Alors j'avais beaucoup aimé la photographie de Poor Things, mais le fait que Oppenheimer était tourné sur du large format IMAX aide énormément. Et en soi, la photographie reste impeccable dans Oppenheimer et rajoute vraiment une plus-value au film super importante. Donc, Oppenheimer remporte cet Oscar. Ensuite, on a meilleur court. Meilleur court, je vais passer, mais c'est le dernier court-métrage de Wes Anderson, qui n'était pas à la cérémonie, qui a remporté cet Oscar. Ensuite, Oscar intéressant, l'Oscar du son. L'Oscar du son est remporté par The Zone of Interest, et je suis vraiment content de ce choix, car dans un sens, je comprends totalement les personnes qui pourraient dire qu'ils préfèrent le son d'un Oppenheimer, d'un Mission Impossible. Et en soi, oui, il y a plus de travail sur le son sur un Oppenheimer ou un Mission Impossible. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que les Oscars choisissent The Zone of Interest, car il faut toujours se rappeler que même si, que ça soit meilleur son, meilleur montage, meilleur costume, etc., ce sont des Oscars plus techniques, ce ne sont jamais à 100% des Oscars techniques, dans le sens où, bien sûr, c'est des Oscars principalement techniques, mais qui ont au final un usage artistique. Et typiquement, dans The Zone of Interest, même si le son n'a pas autant de texture, de travail qu'un Mission Impossible ou un Oppenheimer, le son est un véritable personnage du film. Et donc, juste son utilisation et son importance dans le film, pour moi, me rend totalement légitime sa victoire pour cet Oscar. Donc je suis vraiment content pour The Zone of Interest qui a remporté cet Oscar. Ensuite, pour la meilleure musique, encore une fois, ma prédiction était bonne. Oppenheimer remporte la meilleure musique. Pour moi, ça fait totalement sens. Typiquement, j'avais beaucoup aimé celle de Poor Things, mais comme dit plus tôt, peut-être qu'une bande originale plus classique, dans un sens, même s'il y a quand même des innovations assez intéressantes dans la musique d'Oppenheimer, mais pour moi c'est totalement mérité. Ensuite, on a le petit In Memoriam, donc qui revient sur les personnes importantes de l'industrie du cinéma qui sont parties cette année, dont par exemple Matthew Perry, Tina Turner, Pee Wee Herman, Paul Rubens, Alan Arkin, Michael Gambon et bien d'autres, qui d'ailleurs étaient très bien produits, très bien réalisés, comme globalement toutes les missions. Ensuite, on va passer à meilleur acteur. Donc là, pas de grosse surprise, Cillian Murphy remporte l'Oscar du meilleur acteur. Pour moi, à raison, c'est mérité, même si, étant complètement biaisé, j'avais adoré la performance de Paul Giamatti dans Winter Break, alors qu'il est beaucoup moins flashy, qui est dans un film beaucoup moins lourd, donc forcément plus compliqué d'avoir une telle complexité, même si, attention, le personnage de Paul Giamatti n'est pas non plus une copie blanche sans nuance, mais c'est totalement mérité pour Cillian Murphy dans le rôle de Robert Oppenheimer. Ensuite a été remis l'Oscar du meilleur réalisateur, ou en tout cas de la meilleure direction de l'année, et celui-ci revient à Christopher Nolan, de même pas surpris par cet Oscar. D'ailleurs, c'est le premier Oscar en meilleure direction pour Nolan, et même son premier Oscar personnel tout court. Même si je ne suis pas un immense fan de Nolan, je trouve quand même que vis-à-vis de sa carrière, c'est mérité qu'il remporte une fois cet Oscar, et surtout pour Oppenheimer. Alors ensuite, on passe à l'Oscar de la meilleure actrice de l'année. Donc, je pense que c'est l'Oscar qui a fait le plus polémique sur les réseaux sociaux après la cérémonie. Ce dernier a été remporté par Emma Stone, alors qui
qui a une prestation excellente dans son film, mais cette victoire a fait un peu parler, dans le sens où ça n'est pas revenu à Lily Gladstone. D'ailleurs, c'était un peu mon doute dans mes prédictions entre ces deux actrices. Et alors, je suis d'accord que Lily Gladstone le méritait totalement. D'ailleurs, j'avais une petite préférence pour elle, mais ça ne me choque pas non plus qu'Emma Stone l'ait remporté. Pourquoi? Tout simplement car Lily Gladstone, alors même si en soi, elle partage le rôle principal du film avec Leonardo DiCaprio et surtout qu'elle représente le peuple Osage dans le film. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs sur le film dans lequel elle joue Killers of the Flower Moon, car c'est un film que j'ai beaucoup aimé de par son sujet, alors bien sûr aussi sa réalisation impeccable de Scorsese, mais tout simplement parce que c'est enfin un film qui parle de ce génocide, donc du peuple indien, du peuple Osage dans le film de Scorsese, car c'est un sujet dont beaucoup de films ont parlé dans l'histoire du cinéma, mais de manière subliminale. Aucun film avec une communication aussi importante ne parlait de ce sujet, alors que pourtant, les États-Unis, qui est une des terres les plus importantes quand on parle de cinéma, il ne faut jamais oublier que les États-Unis est un pays qui est né sur un génocide. Et alors, je ne suis pas là pour faire, encore une fois, de la politique, je ne suis pas là pour hiérarchiser les génocides, mais je trouve ça juste bien qu'il y ait enfin un film qui parle de cette chose, et d'ailleurs je trouve que ça a mis beaucoup trop de temps. On est en 2024, et le cinéma existe depuis 1895. Après bien sûr, c'est pas un film qui allait être fait plus tôt dans l'histoire du cinéma, vu le contexte géopolitique aux États-Unis, mais c'est quand même un film qui aurait pu être fait plus tôt, il y a quelques années déjà. Mais donc voilà, c'était la petite parenthèse sur le film. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en soi, je n'en veux pas absolument aux Oscars, dans le sens où Lily Gladstone, même si elle a un rôle très important, même en soi, elle a un rôle important dans l'histoire du cinéma tout court. Mais la différence, c'est qu'Emma Stone, dans son film, avait vraiment le rôle principal, et de très loin. Il y a plusieurs hommes qui gravitent autour d'elle durant le film, mais c'était vraiment elle, la personnage principale, et en soi, un film intrinsèquement peut-être plus féministe que Barbie. Et donc je comprends totalement que les Oscars remettent ce prix à Emma Stone, donc pour moi ce n'est pas non plus choquant qu'elle ait remporté cet Oscar, mais disons juste que Lily Gladstone le méritait autant. Et donc pour finir cette 96e édition des Oscars, d'ailleurs petite chose, il a été annoncé que l'année prochaine, une nouvelle catégorie serait présente aux Oscars, celle de meilleur casting. Et je trouve ça très bien car il y a plein de personnes qui sont dédiées uniquement au casting de films, et c'est aussi un facteur très important dans la réussite d'un film, que ça soit commercial ou critique, voire esthétique. Et donc pour l'Oscar du meilleur film, alors on a l'immense, le grand Al Pacino qui est venu présenter cet Oscar, et ça fait un peu parler, car tout simplement il s'est un peu loupé. Et d'ailleurs ça m'a fait un peu de mal de voir un acteur que j'aime autant qu'Al Pacino, mais tout simplement vieillir. Alors bon, c'est pas depuis hier qu'il est vieux, mais il a 83 ans, et je pense que ça s'est un peu vu sur sa remise de l'Oscar. Car tout simplement, il a dit « Mes yeux voient Oppenheimer », mais en fait personne n'était au courant que c'était qu'il parlait vraiment du film qui avait gagné, parce qu'en général on a les films nommés qui sont cités une nouvelle fois, et ensuite celui qui gagne qui est dit. Et alors apparemment, de ce que j'ai vu, c'était prévu comme tel, car durant tout le show on avait une petite présentation de quelques secondes sur chaque film, et en soi, arrivé à ce stade de la soirée, la plupart des personnes devaient savoir, ou sûrement savaient, les films nommés dans cette catégorie. Donc c'était le choix des Oscars que Al Pacino dit seulement le film qui a remporté cet Oscar, mais c'est juste dans la manière dont il l'a fait, et bon, on lui en veut pas avec son âge, mais c'est juste la manière dont il l'a dit. Les personnes n'ont pas tout à fait compris, et c'est que quand la musique du film est arrivée que les personnes ont compris. Et donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Alors vis-à-vis de mes prédictions, je suis à 8 sur 12, donc je suis content, j'ai plutôt été bon sur cette cérémonie des Oscars. Je suis aussi content car je trouve qu'elle a été assez pertinente dans ses choix. Et donc pour finir l'émission, je voulais juste revenir sur quelques petits points.
Notamment, j'ai vu sur le compte Twitter de Canal+, sur le tweet de la vidéo de Da'Vine Joy Randolph qui remportait l'Oscar de meilleure actrice second rôle, il y avait plein de commentaires qui criaient au wokisme, car c'est une femme de couleur qui est en surpoids. Et d'ailleurs, j'en parlais dans mon précédent épisode où je disais que des récompenses peuvent être politisées. Mais comme je disais, et alors je pense que je dis une chose très évidente, mais il faut récompenser tout simplement le ou la meilleure artiste ou le ou la meilleure technicienne dans chaque catégorie. Et même si je suis d'accord qu'il y a des années, il y a certaines catégories qui ont été remportées et que c'était plus des récompenses politiques que des récompenses totalement méritées, et ce qui pourrait s'apparenter à un choix politisé vis-à-vis de Da'Vine Joy Randolph est pour moi absolument justifié sur un plan artistique. Pour moi, elle le mérite largement par rapport aux autres. Le dernier point que je voulais aborder, c'est le fait que Killers of the Flower Moon n'ait gagné aucun Oscar. Ça fait un peu polémique, et d'ailleurs à sens, je trouve. Donc je vais juste finir sur une petite ouverture et tout simplement vous encourager, vous conseiller à voir ce film, alors qui est très long, donc quand vous avez le temps, quand vous avez l'énergie, n'hésitez pas à voir ce film, qui est un film excellent, réalisé par l'immense Martin Scorsese. Je ne spoil rien du film, mais je vous conseille de le voir pour une séquence spécifique. Je pense que vous comprendrez quand vous la verrez. Et voilà. Après ces 2 épisodes qui étaient donc pronostics et débriefs des Oscars, qui en soi étaient des hors-sujets, je vais commencer à faire mes séries de podcasts sur des filmographies d'anciens réalisateurs ou réalisatrices. Donc je ferai ça sûrement à partir de la semaine prochaine. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous dire au prochain numéro. Salut!